Bonjour, nous sommes le 27 novembre 2023. Un nouveau témoin, une nouvelle victime, en l'occurrence Frédéric Laroche. Il y a un parcours compliqué, dur, qu'il va nous expliquer, dur par le passé et malheureusement dur actuellement. Donc Frédéric, si vous avez la gentillesse de nous remettre un petit peu sur les rails de votre vie. Oui, donc moi j'ai 56 ans, mais en fait mon ciblage a commencé en 1997, juste après mon anniversaire de mes 30 ans. Et donc j'ai commencé à me rendre compte d'abord de harcèlement autour de moi dans la rue, qui ne se faisait pas sous forme de harcèlement au début, c'était plutôt sous forme de filature. Et je ne comprenais pas très bien ces filatures, mais j'imaginais que ça pouvait être à cause de mes activités dans des associations où j'avais déjà vu des gens un peu suspects, et donc je me suis dit peut-être que c'est la suite de ça. Mais non. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très insistant, très envahissant, et ça commençait même à dégénérer en harcèlement. Et à peu près en même temps, hein, je pense que ça s'est fait à peu près en même temps, j'habitais chez mes parents à l'époque, et je me suis rendu compte que j'avais des douleurs comme des aiguilles enfoncées dans les reins, la nuit, toute la nuit, et c'était répété. Et je me suis rendu compte que ça a commencé à évoluer petit à petit et que ça devenait des douleurs, en fait, des vibrations que je sentais dans le bas-ventre, et ça revenait sans arrêt. Et c'était en même temps que dans la journée, il y avait ces histoires avec ces gens. Bon. Et en même temps, il y avait cette nouvelle voisine qui était là depuis pas très longtemps. Et elle vivait toute seule, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait comme une synchronisation entre ce que je ressentais la nuit, donc dans ma chambre au deuxième étage, dans la maison de mes parents, et elle, elle habitait dans la maison presque mitoyenne, mais elle n'était pas tout à fait mitoyenne, il y avait un petit espace de jardin entre elle et nous. Elle avait une maison aussi, je crois qu'il y avait deux étages aussi, je crois. Et elle vivait seule, dans une maison comme ça. Avant, il y avait une famille avant, mais elle est partie. Et elle recevait des invités la nuit, bon, des grosses voitures noires, des hommes qui sortent avec des gros sacs noirs et qui montent au deuxième étage avec elle. Bref, enfin moi je l'ai vu deux, trois fois comme ça, sans plus porter attention, mais j'ai quand même, pendant l'été donc 97, entendu à travers sa fenêtre ouverte, parce qu'il faisait chaud, la mienne était ouverte aussi, donc j'entendais très bien les voix de ces hommes avec elle. Et apparemment, il réagissait vocalement à ce que j'étais en train de subir et à mes réactions. C'est-à-dire que quand j'avais vraiment très mal et que j'en pouvais plus, bah, je les entendais pratiquement rigoler. Et quand je reprenais le dessus sur les douleurs et que j'arrivais à les contrôler et à les diminuer, au bout d'un moment, les rires s'arrêtaient. Et là, j'entends même des coups de poing sur la table et de l'énervement, quoi. Et c'est répété. C'est répété, c'est pas juste une nuit, c'est assez souvent comme ça. Donc je finis par comprendre que je suis apparemment harcelé et en plus ciblé, mais je pensais que c'était des infrasons. Parce que je vais souvent au cinéma et c'est vrai que quand il y a des effets spéciaux avec le son grave, ça peut faire vibrer le ventre de cette manière. Et je me suis dit peut-être que c'est des gros haut-parleurs qu'ils ont mis et que ça passe par la fenêtre et que ça rentre dans ma chambre. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que ça pouvait aussi m'atteindre ailleurs que chez moi, pratiquement tout le temps, pratiquement partout, et même tout en haut d'une montagne, où il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'appareil, il n'y a personne. Donc là, On j'ai peut, fini on- par... c'est ça. On peut s'arrêter là peut-être un instant. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a les attaques de voisinage, mais là il y a des attaques aussi en montagne. Pourquoi vous ont-ils ciblés et comment vous repèrent-ils? Alors, euh, comment ils me repèrent, ça, je pense que c'est compliqué comme explication. On peut s'avancer sur plusieurs hypothèses, hein. Peut-être qu'ils utilisent mon téléphone, hein, ma carte SIM, mais ils utilisent peut-être ma carte bleue avec la puce RFID qui est dedans. Peut-être qu'ils ont mis des puces dans mes vêtements, dans mes affaires. Oui, c'est possible.
Mais moi, je crois que j'ai fini par soupçonner autre chose et j'en ai même eu la confirmation avec un petit appareil de détection électromagnétique. Je crois que j'ai des micros-implants dans le corps et en particulier sous le scalp. Alors, je ne sais pas Et si ça a été... comment sont-ils arrivés là? Ah bah ça, je ne sais pas. Normalement, les implants, il faut quand même quelqu'un pour les mettre. Donc, ça peut éventuellement se faire lors d'une visite au dentiste, à l'hôpital, au médecin, etc. Mais je ne crois pas en avoir eu pendant plusieurs années à cette époque. Donc, la seule explication que je vois, c'est que soit euh, ça m'a été administré en fait à mon insu, et là, je ne peux pas donner l'explication. Je ne suis pas témoin de ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu un moment où vous étiez seul quelque part, où ils pouvaient s'introduire après vous avoir anesthésié au gaz comme ils le font régulièrement? Non, je ne me rappelle pas. Bon, c'était en 97 et je ne sais pas si j'ai été implanté à ce moment-là ou peut-être des années auparavant. C'est pas clair si les puces sont actives immédiatement ou si elles peuvent être activées plus tard. Bon. D'accord. Mais continuez, je vous ai interrompu. Et donc, vous me demandiez comment est-ce qu'il me repérait et vous me demandiez l'autre Pourquoi? question, c'était Pourquoi pourquoi ils au vous ont début. ciblé, vous? Alors, bon, au début, je ne comprenais pas, hein. Et évidemment, ils vont jouer sur ça parce que on se pose tout un tas de questions. Et évidemment, on cherche la réponse en soi. Bon, grave erreur. Donc, on devient on devient confus, plein de doutes, et puis on commence à se sentir coupable de quelque chose. La culpabilité, le doute, etc. Donc, c'est exactement sur ça qu'ils veulent jouer. Mais ça m'a pris du temps pour comprendre que c'était ça leur méthode, leur arme. Donc, il fallait absolument que j'enlève tout doute et toute culpabilité en moi. Et là, après, c'est moi qui ai repris le contrôle. Mais c'est vrai qu'au début, je me demandais si c'était pas lié à une affaire où on m'avait convoqué à la gendarmerie pour m'expliquer sur des choses que j'avais jetées dans une décharge publique, non, pas publique, une décharge sauvage, et qui avait été retrouvée, on ne sait pas trop comment. Et je pense que ça a peut-être été le moment pour eux de tenter de me piéger avec un espèce de chantage sur une espèce d'histoire débile, hein, mais qui pour eux était une méthode classique. Et je pense qu'ils auraient aimé que je travaille pour eux. Ça n'a pas marché. Et c'est juste après ma convocation à la gendarmerie. Et en fait, ça a été classé sans suite, hein, donc il n'y avait pas grand-chose. Et juste après, le harcèlement et le ciblage électromagnétique a commencé. Donc je pense il y a eu plusieurs étapes, mais ça veut dire qu'il faut remonter en arrière. Et là, on peut voir effectivement que oui, bon, j'ai travaillé dans des associations informatiques, Internet, cinéma, etc. Bon, peut-être que la partie Internet les a intéressés. Il y a aussi le fait que j'ai étudié à l'université de Grenoble. Et je pense que Grenoble est un lieu intéressant parce qu'effectivement, il y a une université, il y a des chercheurs, mais il y a aussi des laboratoires, il y a des sociétés publiques, privées, etc. Comme par exemple le Minatec, qui est un centre majeur en Europe de recherche en nanotechnologie depuis très longtemps. Et en plus de ça, Grenoble, avec la ZIRST de Mélan, c'est la Silicon Valley française. Donc toute l'informatique, l'électronique, toute cette industrie, la big tech, etc., les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est à Grenoble. Donc voilà, quelque chose d'intéressant. Et en plus, j'étais à l'université pendant plusieurs années. Et déjà à l'université, on me harcelait, un étudiant en particulier, sur 2 années de suite. Donc c'était un peu curieux, alors que normalement, quand on est adulte, on ne harcèle pas quelqu'un d'autre. C'est seulement quand on est un peu plus jeune, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais là, c'était des adultes. Ok. Et après, on remonte encore un peu, et bah, il y a mon enfance. Mais je vois pas de choses particulières dans mon enfance, à part le fait que mon père, qui était un homme âgé, parce qu'il s'était marié 2 fois, donc moi je suis l'enfant de son deuxième mariage, et en fait il a eu 2 fils, avec une première femme il en a eu un, qui avait 25 ans de plus que moi, et mon père, ben, en fait il a été euh, prisonnier de guerre par les nazis, pendant 1 an et demi, jusqu'à la fin de la guerre. Je crois qu'il s'est fait prendre par les nazis quand il était en train
d'être dans les rues de Grenoble où les Grenoblois sortaient pour célébrer le 11 novembre et les nazis avaient interdit cette manifestation. Ils ont fait une rafle et mon père était là, il a été pris. Ils n'ont jamais su qu'il était résistant. Il travaillait comme messager pour l'état-major de la résistance du Vercors, heureusement, parce que sinon ça serait fini pour lui. Mais voilà, et donc il a été à Dachau, Birkenau, euh, peut-être Auschwitz, D'accord. Dora. Et je crois que c'est à Dachau, peut-être même à d'autres, où il y a eu des expérimentations de contrôle mental en essayant de comprendre le fonctionnement du cerveau sur les prisonniers, sans doute sur mon père. Et peut-être qu'il y avait des médecins nazis connus dans ces camps qui travaillaient peut-être pour Mengele. On peut enlever le peut-être, hein. Tout le monde est certain maintenant que Mengele n'est pas le simple criminel de guerre fou, mais qu'il a beaucoup servi aux États-Unis dans l'opération Paperclip après 1945. Mais si on repart maintenant en avant, donc il y a ce harcèlement à l'université. La personne qui harcelait, vous la connaissiez? Mais écoutez, c'était un étudiant dans le cursus où j'étais, hein, je faisais je crois que c'était dans le cursus informatique, donc j'étais en licence et maîtrise, donc il était là 2 années de Suisse. Moi, admettons qu'il faisait le même cursus que moi, mais je crois que quand on termine une licence, on peut des fois bifurquer sur autre chose. Bon, il a appris le même que moi, euh, et c'était constamment, c'était sur ma vie privée, hein, mais bon, peu importe. Il a choisi ce moyen-là de commencer un harcèlement. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce type? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Eh ben, Mais c'est vrai qu'à la fac, il faut bien penser comment c'est organisé, hein. Il y a des étudiants qui sont impliqués, il y a aussi les antifas qui sont impliqués, il y a les BLM qui sont impliqués, des fois il y a les syndicats étudiants, sans parler des vrais syndicats par ailleurs, et puis les partis politiques, les hommes d'accord, politiques, etc., les préfets, les policiers, les gendarmes, les juges, les magistrats, les procureurs, les avocats. d'accord, Bon, moi je ok, les ai tous eus, hein. d'accord. Et donc, en fait, le harcèlement, les filatures, ça commence, puis la voisine avec les curieux visiteurs du soir. Et comment ça se présente je veux dire, quelle est la vie de Frédéric aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en termes de harcèlement de rue et qu'est-ce qui se passe en termes de harcèlement électromagnétique? Alors, c'est vrai que j'ai été obligé de quitter le domicile de mes parents parce que j'ai été torturé chez mes parents et je ne savais pas où aller me réfugier. Donc, je me suis dit, il faut plus travailler dans les associations, il faut travailler dans le privé avec un salaire et là, je peux me payer un appart. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté mes parents, hein. Sinon, j'y serais peut-être encore. C'est peut-être la seule chose positive, c'est qu'on m'a fait partir de chez mes parents. Bon, voilà. Mais cela dit, j'ai été obligé de déménager sans arrêt. Ben oui, parce qu'une fois que j'arrive quelque part, surtout dans un immeuble, au bout de quelques mois, comme par hasard, il y a le locataire du dessus ou d'à côté qui part, et puis tout d'un coup, il y a un inconnu qu'on ne voit jamais de la journée. Des fois même, on peut voir, s'il est en bordure d'immeuble, on voit de la lumière à travers sa fenêtre toute la nuit. On sait pas trop qu'est-ce qui s'y passe, on ne sait même pas s'il y a vraiment quelqu'un, il y a peut-être juste un appareil. Et là, vous êtes torturé très fort, et puis vous vous rendez compte au bout d'1 an ou deux que c'est pas tenable et qu'il faut partir ailleurs. Et j'ai Expliquez fini un, par me... oui, vous pouvez un peu expliquer les douleurs, ce qu'ils essaient de faire. Est-ce qu'il y a des rêves induits? Est-ce qu'il y a des voix dans la tête? Est-ce que... Alors moi, j'ai pas de voix dans la tête jusqu'à présent, hein, en sachant que bon, bah, ça fait 26 ans quand même pour moi. Je suis un des plus vieux au monde, hein. Je crois que les plus vieux, ça doit être 30-35 ans de, de torture et de harcèlement, hein. Et moi, j'ai réussi à résister, peut-être parce que mon père avait un corps et un esprit très fort et que j'ai hérité de ça. Donc, oui, non, je n'ai pas les voix dans la tête. Mais bon, on va dire que dans 80% des cas, ce sont des attaques de douleur au bas-ventre. Dans 10% des cas, ça va être des attaques de plaisir artificiel, on va dire ça comme ça. Et dans 10% des cas, eh ben, ils vont essayer d'attaquer le cerveau direct. Et là, ils vont essayer de faire un effondrement, une perte de conscience, peut-être derrière pour faire une hypnose et prendre le contrôle du corps. Et il se trouve que ça m'est arrivé 2 fois.
Parce que après avoir déménagé plusieurs fois, j'ai compris que c'était plus possible de rester en France. Je suis parti vivre en Inde pendant 4 ans. Et malheureusement, ce truc-là a continué là-bas. Et là-bas, ça a été même à un certain moment pire. Et c'est là-bas qu'on m'a fait 2 prises de contrôle total. Pendant que je dormais, je me suis levé et pendant 1 heure ou 2, je faisais des choses sans comprendre ce que j'étais en train de faire. Et tout d'un coup, je me réveille et je suis pas dans mon lit et je comprends rien. Et mes amis me disent, ah, mais oui, on t'a vu faire ceci et cela. Ah non, mais je me rappelle Ok, pas, ça quoi. s'appelle, Donc, ouais, oui, ça s'appelle de l'hypnose induite, hein. Donc, vous n'êtes pas le seul, hein. Là, j'ai deux autres cas où très, très clairement, ils ont induit une hypnose et là, il y a une véritable tentative de prise de contrôle mental, hein, c'est clair. D'accord. Vous pourriez nous raconter aussi le gang stalking de rue. Vous avez fait plusieurs émissions très intéressantes d'ailleurs où vous montrez un peu comment ils procèdent. Ce sont des équipes de plusieurs dizaines de personnes. ouais, Euh, Quelques exemples les plus parlants. ouais. Alors, juste pour terminer ce que je viens de dire d'avant, j'ai fini par m'isoler. Je me suis installé dans un petit village avec une maison et tout autour de moi, il y a des champs. Et il n'y a que quelques maisons, dont l'église, la mairie, le gîte, à 500 mètres de moi. Et c'est là où le gangstalking ne joue plus. Ben oui, il faut être vraiment très isolé, et là, ils ne peuvent plus rien faire. Par contre, dès que je vais en ville, dès que je me balade sur la route, en voiture, à pied, bon, bah, ils sont tout le temps là. Même si ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils sont un peu calmés. Mais c'est-à-dire qu'avec moi, ils ont beaucoup de mal parce que maintenant, je suis tranquille, serein, je ne réagis absolument plus au gangstalking. C'est ça l'astuce. Il faut absolument pas réagir, ni visuellement, ni auditivement, ni verbalement, ni physiquement. Il ne faut pas les suivre du regard, il faut les ignorer totalement. Il ne faut même pas y penser puisque, en fait, ils peuvent, soit en étant autour de vous, ils peuvent voir vos réactions, puis ils vont les rapporter. Soit il va y avoir un contrôle neuronal à distance, et là, ils verront que vous êtes en train de les voir et en train de les entendre et en train de penser à eux. Donc, de toute Parfait. façon, ils vont avoir un feedback qui va leur dire que le harcèlement fonctionne, et pour eux, ça sera check. Bon, il ne faut pas leur donner ça. Et quand vous faites un uncheck pendant des mois, voire 1 an, 2 ans, au bout d'un moment, ils vous laissent un peu tranquille parce que ça ne marche plus. Et moi, comment ça se passe? Eh ben oui, par exemple, je me balade dans les rues de Grenoble, et là, je me rends compte que je peux les piéger, par exemple. Donc, je vais faire un 8 autour de 2 immeubles. Je vais faire un 8 pendant 1 heure. Bon. Et je vais les filmer en mettant une caméra dans la main que je vais tenir au niveau de ma poche. Donc, en fait, on ne voit pas que je filme. Et c'est ce que j'ai fait une fois ou deux, hein. Et alors, les gens qui voient la vidéo sans savoir ce que c'est, ils comprennent rien. Ils disent, mais non, mais il n'y a rien là dans votre image là. Mais si, ceux qui savent, ils savent. Parce que moi, j'ai quand même, en revisualisant la vidéo d'1 heure, j'ai quand même repéré, parce que on le voit pas forcément soi-même sur le moment, mais après, quand on revient en arrière, on le voit. Et j'ai vu une vingtaine de personnes croiser 2 ou 3 fois en faisant un simple 8 autour d'immeubles. Alors, c'est pas des gens c'est pas des touristes, c'est pas des Grenoblois, c'est pas des gens d'ici, c'est pas des gens d'ailleurs, c'est des gens qui sont là comme des abeilles en train de tourner autour d'une ruche. C'est tout. Réflexion sur les relations avec les militaires, la police, je ne sais encore tout quoi, on va dire la franc-maçonnerie pour parler comme ça bêtement. Ben, moi, je sais que j'ai porté plainte en 1999 et la police m'a convoqué par rapport à cette plainte. Et au début, j'ai cru que le policier était très compréhensif et qu'il allait entendre ce que j'avais à dire. Et puis, en fait, non, 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 il voulait juste savoir quels étaient mon emploi du temps, mes passe-temps, qui je fréquentais, etc. Donc, non, c'était pas la personne qu'il fallait. Et donc, je me suis méfié. Ma plainte a été classée. Donc, j'ai laissé tomber autant la police que la justice, hein. J'ai tout de suite compris que c'était pas la peine. Pour ce qui est des gendarmes, j'ai trouvé un gendarme qui m'a quand même un peu aidé. Je ne vais pas dire son nom, mais bon, c'était à la gendarmerie de Villarbonneau. C'était donc en 2015 ou 2016. On a crevé mes pneus à- 3 fois. Donc il est quand même venu voir, il a regonflé les pneus et il m'a dit ah, bah ouais, ça a été fait avec un crève-pneu par des professionnels. Venez à la gendarmerie déposer. Alors je suis allé à la gendarmerie. J'ai déposé plainte et j'ai dit précisément dans la plainte, pour moi, c'est la DGSI. Pas de problème, je l'écris dans le procès verbal. Je m'en vais et il me rappelle
revenez me voir parce que le procès-verbal a été effacé de l'ordinateur où je l'ai tapé. On va le refaire et cette fois, au lieu de le transmettre par Internet, je vais l'imprimer et on va faire des photocopies. Vous vous rendez compte? Donc voilà, malheureusement, quelques mois après, il a été muté. Bon, Sans blague. Quelle surprise. voilà. Après, bon, j'ai eu D'accord. affaire à d'autres gendarmeries beaucoup moins bonnes, hein. Il y a des gendarmeries qui sont bonnes, des gendarmeries qui sont pas bonnes du Ouais. tout, mais la Et- police en général, non. Voilà. non, non. Et le côté psychiatrie? Ah, bah écoutez, moi j'ai essayé quand même d'avoir un soutien moral auprès de ma famille et mes amis, mais je sentais bien que ça pesait aussi sur ma famille et mes amis. Alors du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller chercher un soutien moral chez un médecin, donc un professionnel de l'écoute. Alors je suis allé voir effectivement un psychanalyste ou ce genre de personne. C'était très bien, personne très sympa, très agréable. On faisait que parler, etc. Ça me soulageait un peu. Bon, c'était pas le pire. C'est après le pire. Le pire, c'est quand j'ai commencé à lancer l'alerte en 2015 et 2016, parce que jusqu'en 2015, je restais silencieux sur tout ça. Et quand j'ai commencé à lancer l'alerte, là, ça n'a pas plu. Et on m'a mis entre les pattes des auxiliaires de l'État, en fait, classiques. C'est-à-dire, c'était plus les services secrets, hein, c'était la police, c'était le préfet, hein. Et c'était la justice. Ben oui, on va mettre la justice dans les pattes de quelqu'un qui dérange. Donc, on m'a fait un faux accident de voiture, ce qui n'avait aucun sens. Ça n'était même pas un accident de voiture. Mais bon, ça a été mis en scène, ça a été tourné de telle façon que tout s'est retourné contre moi. Et quand j'ai dit aux policiers, mais écoutez, de toute façon, c'est pas sur moi qu'il faut enquêter, c'est sur la dame qui s'est jetée sur mon pare-brise. Non, 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 c'est elle la victime et elle a porté plainte, on va suivre sa plainte à elle. Non, 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 il faut enquêter sur elle. Mais pourquoi donc? Bon, alors je vais tout vous raconter. Erreur fatale, faut rien dire. Et là, j'ai trop parlé, les policiers m'ont dit, bon, bah, écoutez, je pense quand même qu'on va vous faire examiner, hein, comme ça, Mhm. juste comme ça. Et ben c'est le piège qui se referme. On m'envoie de voir un psychiatre. En 20 minutes, j'essaye de raconter toute mon histoire en 20 minutes, évidemment, ça n'a aucun sens. Donc, paf, on m'envoie à l'accueil de l'hôpital psychiatrique. Et là, c'est fini. C'était à quel endroit? Alors, c'était à Saint-Égrève, voilà. Et donc, Saint-Égrève. effectivement, l'accident de voiture, c'était à Voiron. Donc, Mhm. effectivement, c'est la police de Voiron. Et après, il y a eu l'hôpital de Voiron. Et après, l'hôpital normal. Et après, ambulance, hôpital psychiatrique Saint-Égrève et arrêté municipal du maire de Voiron, confirmé 24 heures après par le préfet de police de l'Isère. Donc c'est toujours la même manipulation, c'est-à-dire vous avez police ou gendarme, après vous avez le maire, et après vous avez le préfet, et après Classique. vous avez les Mhm. psychiatres, et c'est terminé. J'ai vu. Mhm. D'accord. Donc, une histoire malheureusement classique, tout à fait presque banale maintenant. Euh, je vous propose peut-être d'en arrêter là pour un première interview. On ira plus peut-être dans une deuxième interview sur les détails, comment ça se passe maintenant qu'on a cerné le problème pour pas en faire trop. Est-ce que vous voulez donner les références des émissions auxquelles vous avez participé et également des pages Facebook ou des endroits où vous essayez de vous faire entendre? Oui, oui. Alors en fait, moi depuis le 2015, je lance l'alerte. Alors j'ai créé un site web, hein. Le site web s'appelle Notre torture est réelle. Vous cherchez sur Google Notre torture est réelle, vous verrez mon site. Bon, je m'en occupe plus trop depuis quelque temps, mais bon, j'ai commencé avec ça. Ensuite, j'ai fait une chaîne YouTube. Donc là, vous allez sur YouTube et vous cherchez Frédéric Laroche. Mais si vous ne trouvez pas avec mon nom, vous cherchez avec mon pseudonyme que j'ai depuis très longtemps. C'est Best of Computer, donc le meilleur de l'ordinateur. Best of Computer, vous cherchez ça sur YouTube. Mais comme YouTube m'efface mes vidéos au fur et à mesure, donc j'en ai marre. Du coup, j'ai fait une chaîne sur Crowdbunker. Vous cherchez dans Crowdbunker Best of Computer. Là, vous verrez des conférences que j'ai faites en 2022 et des lives que je suis en train de faire
depuis une semaine, tous les jeudis à 20 heures et tous les samedis à 20 heures, où on essaye de parler de tous ces sujets-là de manière professionnelle, mais détendue. Et puis j'ai aussi les mêmes chaînes sur Rumble, sur Odyssey, sur BitChute, avec moins de vidéos sur celle-là. J'ai aussi un Facebook, je ne sais plus si c'est au nom de Frédéric Laroche ou de Best of Computer, vous me trouverez là. Et j'avais même créé un groupe qui s'appelait les Gilets jaunes Nouvelle Génération. Et si vous le trouvez sur Facebook, vous pouvez vous mettre dedans, même si je m'en occupe plus trop, Facebook non plus. Et c'est vrai que j'ai essayé d'aller lancer l'alerte à la Nuit debout, à Grenoble, à Paris. J'ai essayé d'aller aux Gilets jaunes. J'ai essayé d'aller sur Facebook, sur YouTube. J'ai essayé d'aller voir les mouvements Q. J'ai essayé de réveiller tellement de monde et je me suis fait rabrouer par tellement de monde. Mais je baisserai jamais les bras. Vous avez raison, il ne faut pas le faire. Euh, c'est une question d'honneur, c'est une question de principe. Mais on voudrait bien dire encore une fois à tous ces gens qui vous agressent, qui vous torturent, que ce soit le préfet, le psychiatre ou les petites frappes locales, qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Ils pensent aujourd'hui être du bon côté du manche, c'est-à-dire du côté du bourreau et pas celui de la victime. Mais quand ils auront servi, ils passeront à la casserole aussi. Peut-être nous aussi, mais dans la dignité et eux pas. Ça fait toute une différence. Je vous Voilà. remercie. Merci bien.